donc cette communication, elle s'intitule « Le patrimoine paysager comme élément constitutif d'un espace de nature protégé touristique ». Donc plus appliqué au cas du parc national du Lake District. Je ne vais pas parler seulement de cet espace-là, parce que je vais partir d'une démarche de comparaison que j'applique déjà dans ma thèse, entre cet espace du Lake District, qui est très particulier, et deux autres espaces européens, que sont le parc naturel régional du Verdon en France et l'espace naturel de Doñana en Espagne. Donc, envisager la nature comme un patrimoine, c'est aujourd'hui une problématique très forte pour les espaces protégés qui font l'objet d'une fréquentation touristique. On se pose la question de savoir quelles activités peuvent être ou non préjudiciables pour le paysage et qu'est-ce qui fait finalement cette identité l'identité de ces espaces qui sont très jeunes. Donc cette communication abordera les questions de naturalité du patrimoine et du paysage de ces espaces et on se questionnera aussi sur la place du tourisme dans ces espaces. Donc je vais, comme je le disais, donc aborder les trois espaces en comparaison en m'attachant en fin de communication à préciser plus de choses à propos du parc national du Lake District. Alors donc voilà, bon, ça c'est le résumé. Ma méthodologie pour ce travail s'appuie sur un travail de terrain que j'ai réalisé en 2010, 2011 et 2012 dans ces trois espaces. Ce travail de terrain a donné lieu à des entretiens réalisés auprès des techniciens de ces espaces, des équipes techniques, auprès de touristes, auprès d'habitants et auprès de professionnels du tourisme. J'ai également fait l'étude des souvenirs vendus dans les magasins de souvenirs de ces espaces. De même que j'ai réalisé l'étude de visuels promotionnels utilisés par ces espaces, notamment dans leur site internet ou alors, par exemple, des visuels tels que des cartes postales. Je vais commencer ma communication en évoquant plus spécifiquement les documents officiels qui sont réalisés par ces espaces. Ils sont extrêmement nombreux. Par exemple, ce sont des chartes, des programmes, des plans divers et variés qui servent donc à la gouvernance de ces espaces. Alors, pour cette communication, donc, dans un premier temps, je vais d'abord évoquer la question du paysage qui se révèle être... disons que ces espaces ont un rapport extrêmement ambigu à ce paysage. Ils ont également un rapport extrêmement ambigu et paradoxal au tourisme, on va le voir, alors que donc le parc national du Lake District aura, lui, un rapport beaucoup plus sain à cette activité. Et je terminerai cette communication en évoquant l'idée d'un patrimoine qui serait plus paysager que naturel, finalement, pour ces espaces. Alors, en premier lieu, il faut comprendre donc que ces espaces protégés ont deux missions. Ils ont deux missions qui sont de protéger l'environnement et d'accueillir du public, et notamment des touristes. Le parc national du Lake District, qui a été créé en 1951, matérialise ces deux missions donc par les deux phrases suivantes: conserver et favoriser la beauté naturelle, la vie sauvage et l'héritage culturel des parcs nationaux, et promouvoir auprès du public les opportunités de compréhension et de loisirs des qualités particulières des parcs nationaux. Donc là, effectivement, on voit clairement ces deux missions qui se déclinent en plusieurs catégories, plusieurs orientations plus précises. On cherche à créer une économie prospère, à créer des expériences touristiques de qualité, ou encore à mettre en valeur des communautés vibrantes d'habitants, ou alors de prendre en compte un paysage, une faune, une flore et un patrimoine spectaculaire. On a de ce fait des missions qui sont que se fixe le parc national du Lake District, notamment en matière d'éducation à l'environnement ou encore d'urbanisme. Et je citerai juste cette phrase donc, qui est inscrite aussi dans le plan de développement du parc. Nous mettons en lumière de graves problèmes chroniques liés au réseau d'égouts qui est inadéquat et obsolète. Si les besoins et les attentes des visiteurs ne sont pas satisfaits, ils iront autre part. Donc là, on voit clairement qu'il y a cette mission d'accueil du public qui est recherchée.
C'est le cas également donc, dans l'espace naturel de Doñana en Espagne, qui est constitué de 2 entités, le parc national qui a été créé en 1969 et le parc naturel qui s'y est accolé en 1989. Le parc national de Doñana a également ses 2 missions, hein, de protéger l'environnement et d'accueillir du public. Notamment, on parle dans le programme de Doñana d'introduire de nouvelles perspectives de développement touristique et de les associer aux valeurs naturelles du territoire. Là encore, on voit les deux missions. Le parc naturel régional du Verdon est également dans la même posture. Il a été créé en 1997. Il est régi par une charte qui fixe 3 objectifs, que sont la gestion de la ressource en eau du Verdon. La seconde mission traite du paysage et du patrimoine naturel. La mission est précisément de préserver la diversité biologique et l'originalité des paysages, largement façonnés par le travail de l'homme, pour en faire un atout du cadre de vie et une richesse de l'activité touristique de demain. Le dernier objectif traite des activités agricoles, forestières et touristiques. Donc là, on voit clairement que dans 2 des objectifs fixés, notamment, on a l'aspect touristique, puis évidemment, bien sûr, on a aussi l'aspect protection qui est abordé. Alors, dans ces documents, le tourisme est très lié à la notion de paysage qui prend alors plusieurs formes. Le paysage est d'abord un atout. Il est un atout pour le tourisme de demain. Il est donc montré comme étant très divers, généralement, une mosaïque de paysages. On met en avant cette diversité de paysages, par exemple dans le Verdon, en disant donc... Alors, est-ce que c'est... Excusez-moi. Non, c'est au Lake District, pardon. Les expériences du visiteur sont basées sur l'aventure en plein air, le patrimoine et la culture, la nourriture, les boissons et les événements. Il s'agit de développer ces expériences qui s'intègrent à notre paysage et permettront d'attirer les visiteurs et leur donnera l'opportunité de dépenser de l'argent. Donc ça, c'est clairement la façon dont est envisagé le paysage, qui sert finalement d'atout aussi donc pour le tourisme de demain. Le paysage est ainsi un moyen donc de faire venir les gens. Par contre, il arrive des fois qu'on regrette aussi la manière dont les gens perçoivent, dont les touristes perçoivent le paysage. Par exemple, dans le parc naturel régional du Verdon, on regrette un peu que les paysages ruraux qui sont, alors je cite, qui ne soient pas encore pleinement considérés comme un atout pour la valorisation du territoire, du fait notamment de la présence plus importante des touristes dans les gorges et au lac de Sainte-Croix, gorge du Verdon et lac de Sainte-Croix, qui sont les 2 points les plus fréquentés du parc. Le paysage est un atout, le paysage est également un patrimoine. Il est un élément d'identité, c'est lui qui forme l'identité de ces espaces. Il est porteur d'identité. Notamment, donc, on peut citer cette phrase du plan de Doñana qui dit donc que les paysages plats des marais, des étendues de sable et des forêts de pins constituent les traits d'identité de ce territoire, tout comme les édifices singuliers représentent des modèles de construction liés à certaines activités caractéristiques de plusieurs moments historiques. Là, on voit qu'on met en valeur aussi, on met en lumière aussi le fait que le paysage est évolué au fil du temps. Donc ce paysage, on se rend compte, on le sait, donc que c'est une identité, mais on se rend compte aussi du fait qu'il y a eu une certaine évolution liée à l'histoire donc dans ce paysage. Enfin, ce paysage, je dirais que c'est une illusion de nature. Alors, pour vraiment faire apparaître cette notion de paradoxe liée au paysage dans ces espaces, il y a des activités économiques telles que l'agriculture, telles que le tourisme, qui représentent, d'après ces parcs, des menaces. Ils sont clairement nommés ainsi. On a peur que ces activités conduisent, par exemple, comme dit le Verdon, conduisent à la banalisation des paysages. À l'inverse, on va opposer donc à ces activités
L'idée, par exemple, de milieux naturels, d'oasis naturelles, de dernier paradis. Finalement, on a l'impression que ces espaces sont tous menacés par ces activités. En revanche, on met aussi en valeur des actions faites non pas par donc les autres acteurs tels que les agriculteurs ou les touristes, mais par les techniciens eux-mêmes des parcs, les équipes techniques, qui s'affairent à régénérer le paysage. Donc ils parlent énormément de leurs actions pour récupérer, par exemple en agissant sur les réseaux de cours d'eau, en diversifiant le paysage rural, en introduisant des réseaux de haies vives, de lisières, de chemins végétalisés. Par exemple, en régénérant le paysage forestier propre à ces espaces, en éradiquant les cultures forestières pour améliorer leur intégration visuelle et leur capacité à accueillir une plus grande diversité faunistique et floristique. Donc ça, il s'agit véritablement de l'action des techniciens. Là, elle n'est pas du tout vue comme une menace. Alors que finalement, si on lit un petit peu ce qu'ils écrivent, les deux sont des modifications du paysage, quoi qu'il arrive. Donc là, on est finalement dans l'idée que le droit de modifier le paysage n'est pas le même pour tout le monde. On va reprocher à des activités qu'on va considérer comme exogènes d'être des menaces, alors que finalement, en tant que technicien des parcs, on va modifier les techniciens des parcs vont modifier le paysage à leur guise. Donc là, il y a un petit paradoxe quand même. De ce fait, on peut dire qu'il y a clairement une relation très ambivalente et ambiguë au paysage qui n'a rien de naturel. Alors, il y a aussi un autre paradoxe sur le tourisme, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses écrites là-dessus, sur ce thème-là, beaucoup de choses écrites aussi sur le tourisme durable. En revanche, dans les faits, il n'est pas tellement accepté. Par exemple, ça se sent même dans le discours parfois, le Verdon qui dit dans sa charte qui reproche les comportements peu respectueux de certains touristes, la banalisation de certains sites du fait de la présence d'équipements touristiques dévalorisants, ou encore le Verdon cherche à redonner du sens au tourisme en le rapprochant des véritables ressources identitaires du Verdon. Il cherche à susciter une évolution dans les comportements des touristes, davantage en adéquation avec le caractère sensible de l'environnement et des ressources. Ça montre quand même qu'ils ne sont pas trop d'accord avec ce qui se passe. Le rejet des touristes, il est aussi présent donc sur le terrain, par exemple dans les visuels. Là, sur la gauche, c'est derrière moi, je ne sais pas si vous voyez tous, vous avez une carte postale de Almonte, qui est un petit village situé au centre du parc de Doñana, parc naturel, pas parc national. Par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez tous, mais il n'y a personne dans les rues. Alors que quand on est réellement dans la ville, c'est faux. Il y a toujours des gens. Je me demande d'ailleurs comment ils ont fait pour prendre cette photo alors qu'il n'y avait personne. Donc là, on montre bien qu'on veut pas d'hommes, on veut pas de gens dans ce parc. Je passe sur les autres cartes postales représentant évidemment que des oiseaux. On ne voit absolument personne sur ces illustrations. Dans le parc naturel régional du Verdon, vous voyez ça ensuite à droite, c'est tout un panel, toute une collection de règles de bonne conduite qui sont distillées dans des brochures diverses et variées, produites par beaucoup d'organismes qui visiblement ne s'accordent pas entre eux parce qu'il y a une dizaine de brochures à propos de la prévention à incendie, qui est certes un thème important, mais bon, est-ce qu'il était besoin de faire une dizaine de brochures là-dessus? Brochures qui sont par ailleurs assez menaçantes. Je ne sais pas si vous voyez la deuxième, celle qui est au milieu là, elle n'est pas très sympa quand même à destination des touristes. Elle donne pas très envie. Donc effectivement, on se retrouve dans des messages presque culpabilisants. L'organisation de l'espace est également parlante. Alors j'ai dit que donc il y avait un parc naturel de Doñana, mais aussi un parc national. Il faut savoir que le parc national de Doñana est clôturé, à la fois pour les habitants et les touristes. Il représente quand même la moitié du territoire. Pour y rentrer, on doit payer au moins 27 € et on ne peut rentrer que pour une balade de 4 heures qu'on ne peut pas faire seul, puisqu'on fait cette visite en tout terrain. De ce fait, on peut véritablement se demander s'il y a une réelle ouverture telle que l'affichent ces espaces dans leur discours. Comme le dit un technicien que j'ai interrogé en 2011 dans le Verdon, le parc n'est pas un terrain de jeu.
De ce fait, on se retrouve dans le cas d'espaces qui ont des rapports extrêmement paradoxaux, donc à leur paysage, mais aussi aux gens qui y viennent. Le Lake District se comporte un petit peu différemment. Le Lake District, donc situé au nord de l'Angleterre, est un parc qui c'est un endroit qu'on fréquente beaucoup pour la contemplation, pour aussi beaucoup la randonnée, les sports de plein air en général. La clientèle, du moins les touristes qui s'y rendent sont des Britanniques essentiellement, aussi beaucoup d'Asiatiques, de Japonais plus précisément, qui se rendent donc au Lake District parce que pour un auteur qui s'appelle Beatrix Potter, une auteure plutôt qui s'appelle Beatrix Potter, qui écrit des livres pour enfants et ces livres sont distribués aux petits Japonais quand ils apprennent l'anglais et de ce fait beaucoup de touristes japonais se rendent au Lake District, qui était la patrie de Beatrix Potter quand ils sont adultes. Cet espace, donc, il a un rapport beaucoup plus sain au tourisme parce que précisément, il ne se considère pas comme un dernier paradis, mais plutôt comme un living Lake District, un endroit où il y a précisément, justement, où l'identité se forge à travers les gens et à travers le tourisme. Et c'est ça qui est assez particulier. En fait, le Lake District a connu une histoire très ouverte au tourisme depuis. Il est très ouvert au tourisme depuis très longtemps, parce que le Lake District est un endroit où les jeunes aristocrates anglais se rendaient au XVIIIe siècle, puisque les jeunes aristocrates avaient l'habitude d'aller se promener en Europe pour aller voir les ruines pendant le Grand Tour, ce qu'on appelait le Grand Tour. Et ce qui est survenu au XIXe, c'est qu'évidemment, il y a eu la guerre avec Napoléon, ce qui a empêché les jeunes Anglais de se déplacer d'Angleterre. Donc ils se sont rabattus sur un paysage spectaculaire qui allait leur donner les émotions qu'ils cherchaient et ils se sont rendus au Lake District. Par leurs écrits, parce qu'évidemment c'était des personnes érudites, ils ont transmis ce paysage, ils ont écrit des choses dessus, ils l'ont montré, ils l'ont peint et cela a fait venir des artistes romantiques, par exemple le poète Wordsworth, Coleridge ou alors le peintre Turner. Et ces artistes sont venus et ont encore eux-mêmes transmis des images de ce lieu et ce qui a fait venir des gens, ce qui a développé évidemment le tourisme dans cet endroit. On a en fait dans ce romantisme, la recherche d'une exaltation de la nature, c'est un espace qui comporte des montagnes, des lacs, et c'est vrai que même si le relief est assez bas, c'était quand même ce qu'il y avait de plus spectaculaire en Angleterre à l'époque. Donc on pouvait au moins s'y rendre pour rencontrer le danger qu'on recherchait. Le romantisme, c'est la recherche du sublime, la recherche du spectaculaire, les grandeurs terribles qui nous donneraient les émotions dont on a besoin. Ce caractère spectaculaire, ce lieu était quand même assez rassurant, je dirais comme en réponse à ce danger, puisque évidemment tous ces artistes ont réussi à rentrer chez eux. Donc finalement, il y a eu un développement assez paradoxal de ce lieu, une image à la fois liée au danger et aussi une image très rassurante qui a permis de développer le tourisme dans cet endroit. Je rajouterais donc... je rajouterais donc le cas de Wainwright, Alfred Wainwright, donc, qui est un auteur, un dessinateur, qui a produit pas mal de documents, de croquis sur les circuits qu'il a repérés. Et ça, c'était plutôt dans les années 50. Ces auteurs-là sont aujourd'hui glorifiés dans cet espace, et notamment à travers des souvenirs, des magasins de souvenirs qui, par exemple, proposent le torchon Wordsworth, par exemple, ou alors avec le cas, par exemple, de cette galerie commerciale qui est située à Kendal, aux portes du parc. Et cette galerie commerciale met en valeur Wainwright en présentant, par exemple, ses croquis sur des plaques de métal, où, par exemple, on voit l'image au centre là de la slide. Elle représente les empreintes de pas de Wainwright, qui était un grand marcheur, et il y est écrit « Stand in the footprints of Wainwright to view the Langdale Pikes ». C'est-à-dire qu'il invite, ces empreintes invitent
invite le visiteur à se mettre dans les pas de Wainwright avant de se rendre dans les sentiers du Lake District. Donc en fait finalement le touriste ancien, puisqu'effectivement ce qui est intéressant ici c'est que ces personnes étaient des touristes, hein, c'est eux qui sont mis en valeur aujourd'hui. Le tourisme d'avant est mis en valeur pour le tourisme d'aujourd'hui et donc en cela on est en train de créer un patrimoine touristique. On a créé un patrimoine touristique à partir de ça. Et finalement les anciens touristes sont des prescripteurs pour les touristes d'aujourd'hui. Donc en cela on va avoir un rapport extrêmement différent à la nature. La nature n'est pas vue comme un oasis naturel, mais plutôt comme quelque chose de vivant. Donc ça m'amène à mon dernier point sur le patrimoine en tant qu'élément constitutif de l'identité de ces espaces. Alors d'abord, le patrimoine naturel, il n'est pas si naturel, on l'a vu, puisque notamment les modifications qui sont opérées par ces techniciens sont considérées comme légitimes, mais elles sont quand même des modifications de la nature. Donc on n'a plus de nature. Clairement. Et le patrimoine naturel, il n'est pas tellement patrimonial. Parce que si on considère le cas du Verdon et de Doñana, on a vu qu'ils ne donnaient pas tellement accès à leur paysage. Or, si on reprend la définition d'Olivier Lazzarotti du patrimoine, le patrimoine, pour être valide, a besoin du regard de l'autre, hein, donc du tourisme. Un lieu devient patrimonial pour les uns par le regard des autres. Hein, la valeur collective se forme par le regard. Donc si on ne donne pas accès au lieu, il est impossible de forger un patrimoine. Je dirais que le véritable patrimoine ici, il est au Lake District, puisque c'est là qu'on donne accès au lieu, et par ailleurs, ce n'est pas un patrimoine naturel, et comme il n'y a pas non plus de patrimoine culturel, mais c'est un patrimoine paysager, hein, qui, comme on reprend par exemple la définition d'Augustin Berck, le patrimoine paysager va être constitué de l'action de l'humain, mais aussi de la nature qui a elle-même ses propres droits. Voilà. Merci beaucoup.